Une délégation du Royaume du Maroc est à Conakry. La mission a échangé avec le chef de l'État sur les voies et moyens devant permettre la qualification de l'enseignement professionnel guinéen. Les ministres guinéens des Mines et des Transports entrent d'un séjour de travail au Libéria. Ils ont été reçus par la présidente Hélène Johnson-Sirleaf. Une foire agro-pastorale pour agrémenter les festivités du 2 octobre prochain à Mamou. L'événement est initié par le Bureau d'études et d'appui aux initiatives locales. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D 2014-054 PRG-SGG porte un rappel d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Dabo Bangali, ambassadeur de la République de Guinée à Luanda, est rappelé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 mars 2014. Professeur Alpha Condé. La crise d'eau à Conakry préoccupe le chef de l'État. C'est dans ce cadre que professeur Alpha Condé a échangé avec le directeur général de la société CETA International, une entreprise espagnole spécialisée dans le traitement, la production et la distribution de l'eau. Les responsables de cette société se disent prêts à intervenir pour aider à résoudre définitivement la crise d'eau en Guinée. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. Ces investisseurs espagnols de la société CETA International sont venus dire au président de la République leur volonté d'investir dans le secteur de l'eau en Guinée afin d'aider le gouvernement à régler définitivement le déficit récurrent d'eau potable à Conakry. Dès leur arrivée, ils sont allés sur différents sites de la Société des eaux de Guinée, SEG, pour évaluer les besoins et formaliser un plan d'action. Cette délégation espagnole qui a une très grande expérience en matière de production et de distribution d'eau et une expérience avérée dans certains pays, effectivement. Et nous avons reçu cette délégation dans les différents sites de production à laquelle nous avons soumis le plan d'action urgent que nous avons bâti dans le cadre de la résolution définitive de la crise d'eau qui sévit actuellement sur la ville de Conakry. Donc nous avons ensemble identifié les différents sites sur lesquels il faut très rapidement mener des actions immédiates pour inverser cette tendance pour le bonheur de nos populations. Donc elle a pris toutes les données topographiques, toutes les données du terrain, les données hydrauliques et nous attendons très rapidement un retour d'information et dans les plus brefs délais, je pense que nous allons nous accorder sur les actions concrètes à mener pour vraiment inverser cette tendance de crise d'eau que la ville subit. Une initiative rendue possible grâce au management de l'ambassadeur de Guinée en Espagne. Nous avons pris fonction comme premier ambassadeur de Guinée en Espagne il y a environ 10 mois et que nous avons déjà réussi en l'espace de quelques mois à organiser un premier forum économique le 5 décembre dernier et nous nous projetons à organiser un second forum au mois de mai. C'est dans ce cadre donc une entreprise espagnole de traitement et d'approvisionnement en eau potable nous a contactés. Nous avons visité leur site et en raison de l'acuité, en raison de la problématique de l'eau dans notre pays, nous avons jugé opportun de faire le déplacement pour les accompagner et les introduire auprès de M. le Président de la République. Au retour, donc, la société va se mettre d'arrache-pied à travailler pour présenter un projet concret avec des plans de financement pour aider un peu à pallier le déficit que notre pays connaît aujourd'hui en matière d'eau potable. Vu l'urgence de l'action à mener pour résoudre la crise d'eau potable à Conakry, l'administration des grands projets et l'ambassade d'Espagne en Guinée sont toutes mobilisées pour faciliter la tâche à ces investisseurs espagnols. Restons dans les couloirs de la présidence de la République pour parler de cette autre audience que le chef de l'État a accordée aux experts marocains en séjour à Conakry. Ils sont venus mettre en application le protocole d'accord signé entre les gouvernements guinéens et marocains lors de la récente visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans notre pays. La synthèse avec Sanassi Keita et la Joie de Sissé. Quelques jours après la visite de travail et d'amitié de Sa Majesté, le roi Mohamed VI à Conakry, l'heure est désormais à la mise en application de quelques conventions signées entre la Guinée et le Maroc. Parmi elles, la formation professionnelle. L'arrivée de cette délégation marocaine à la présidence de la République se situe dans cette trajectoire.
Une délégation composée de techniciens de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail du Royaume chérifien. L'objectif de cet entretien avec le chef de l'État est d'échanger sur les voies et moyens devant permettre de qualifier la formation professionnelle guinéenne en pleine mutation aujourd'hui. Suite aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans le cadre de l'opération Sud-Sud, une commission a été dépêchée par l'Office de la formation professionnelle pour accompagner le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à la mise à niveau du dispositif de formation. Suite à cette requête, une équipe composée de 5 ingénieurs s'est rendue à Conakry. Et un travail, de diagnostic du dispositif a été fait pendant une semaine. Et le gouvernement, ce matin, fait une restitution à son Excellence Monsieur le Ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Et tantôt à Monsieur le Président, nous lui avons présenté les résultats de ce diagnostic et les axes de progrès sur lesquels nous allons nous appuyer dans les années futures, à moyen terme, d'abord à court terme, et à moyen terme pour la mise à niveau de ce dispositif. Pour le ministre Albert Damantan Camara, cette démarche de mise à niveau de la formation professionnelle guinéenne est le fruit d'une volonté politique de Sa Majesté, le roi Mohamed VI et du professeur Alpha Condé. C'est tout simplement la concrétisation de l'engagement politique de Sa Majesté le roi du Maroc et du président de la République qui, lors de la mission en guidée de Sa Majesté le roi du Maroc, ont décidé ensemble de mettre en œuvre la coopération et la collaboration entre le Maroc et la Guinée au niveau de la formation professionnelle. Cela s'est concrétisé par la présence de cette délégation de très haut niveau qui en temps normal aurait nécessité énormément de ressources financières et en termes de temps, mais qui aujourd'hui, en l'espace de quelques jours et sur la base de l'expertise avérée de chacun des membres, a permis d'établir un diagnostic de notre système et de proposer des solutions qui, nous l'espérons, vont être implémentées rapidement. C'est dans ce cadre que nous sommes venus faire ce compte rendu au président de la République qui reste engagé dans ce que l'enseignement professionnel apporte à la Guinée, les ressources humaines nécessaires à son développement. Le diagnostic de la formation professionnelle est donc établi et les solutions ont été ainsi proposées au chef de l'État, professeur Alpha Condé, par ses experts marocains. Un bel exemple de coopération sud-sud réussie dans un esprit de solidarité. À Conakry, l'ensemble des responsables du système éducatif guinéen et associations des parents d'élèves ont échangé avec le Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agissait de prévenir et éviter les mouvements de révolte dans nos établissements scolaires. Cela suite aux incidents survenus en début de semaine dans certaines écoles publiques. À l'origine, la mutation de certains enseignants à l'intérieur du pays. Les précisions avec Adi Kamara. C'est une rencontre initiée par le Premier ministre chef du gouvernement. À cette occasion, Mohamed Saleh Fofana a voulu comprendre les tenants et les aboutissants du comportement de certains élèves de la capitale qui se livrent à des actes de violence au sein des établissements scolaires. Le proviseur du lycée a reçu l'acte dans mon bureau à 16h. Il est venu à l'école le lendemain au matin. Il a réuni les enfants pour les informer de son départ. La manière dont le message a été traduit, il fallait s'y attendre à des réactions de la part des élèves. Parce qu'au niveau des lycées actuellement, il y a la situation des problèmes de photo qu'on est en train de faire. Dans son message, il a voulu dire que si lui partait, que cela allait poser problème après son départ. Les familles, c'est bien direct que nos enfants se comportent de ce genre. Mais pour le cas spécifique d'hier, ça c'est à part. Sinon, en toute sincérité, qu'est-ce que l'élève va avoir par rapport à la prise de décision d'une autorité? Je ne crois pas. C'est illégal, c'est anormal. Face donc à ce comportement déshonorant de l'école guinéenne, le Premier ministre Fofana est monté au créneau pour flétrir cette attitude qui va à l'encontre des normes éducatives et pédagogiques. Je voudrais dire que notre responsabilité collective aussi engagée, parce qu'avant tout, ce sont nos enfants. C'est pour ça que nous avons pensé que la première personne qu'on doit voir et demander, c'est d'abord les parents. L'enfant a fait un lieu d'éducation dans le service de famille, dans l'école, et là où c'est le droit, connaissant tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en famille, et d'ailleurs, nous sommes travailleurs. Donc, si
les parents d'élèves sont pensés doivent faire. C'est l'école qui peut faire quelque chose, mais c'est l'école et les parents d'élèves aussi, c'est la vie de l'élève. Je crois que notre système a évolué de certains temps. Nous avons visité le voir que d'année en année, la qualité de la formation s'améliore, les résultats sont forts. Je crois que c'est dans ce qu'il faut maintenir. Tout ce qui veut remettre cela en cause, nous devons nous élever contre. Dans cette affaire, le chef du gouvernement a été très clair. Selon lui, toute la lumière sera faite sur ces événements. Moi, je crois que les autorités du système scolaire, en rapport avec la justice, doivent ouvrir une enquête judiciaire sur les causes de ce qui s'est passé. Les enfants sont des innocents, c'est des mineurs pour la plupart. Nous avons les moyens d'aller de rétablir la sécurité publique comme la loi nous autorise. Mais ce n'est pas à tous les coups. Par exemple, il n'est pas normal que les forces de l'ordre rentrent dans l'enceinte d'une école. Vous le savez bien. Parce que tout le monde pense que l'enfant est innocent. Il faut faire des choses dont on ne connaît pas a priori les conséquences. Mais nous le savons. Alors c'est pourquoi quand on est éducateur, quand on est enseignant, on doit mesurer son parole. On doit faire en sorte que notre attitude soit le reflet du comportement d'un enseignant. Des dispositions sont envisagées par le gouvernement pour organiser des campagnes de sensibilisation au sein des établissements scolaires. Campagnes qui seront axées sur la nécessité de respecter et de faire respecter les règles de conduite édictées par l'administration scolaire du pays. Les ministres guinéens des Mines et des Transports rentrent d'un séjour de travail au Libéria. Avant de quitter Monrovia, ils ont été reçus par la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Objectif de cette rencontre, discuter d'un projet minier guinéen dont l'exportation doit transiter par le territoire libérien. Compte rendu d'audience, Alia Kamara, notre envoyé spécial. La délégation guinéenne a été introduite par le ministre libérien des Mines. L'audience a duré une trentaine de minutes, le temps pour le ministre d'État Kerfala Yansame de transmettre les amitiés de son Excellence professeur Alpha Condé à son homologue du Libéria et d'expliquer les avantages liés à la réalisation effective de ce projet d'envergure piloté par West Africa Exploration. Avantages côté guinéen certes pour faire plus court en utilisant les installations ferroviaires libériennes, mais aussi avantages pour Monrovia dont la jeunesse pourrait entre autres bénéficier d'emplois durables. Nous avons bien entendu transmis les salutations de son frère et ami le professeur Alpha Condé. Nous avons expliqué les grandes lignes de discussion, y compris les questions environnementales qui ont été beaucoup discutées, la traversée avec le chemin de fer, avec la route, le port, le Bocana, et également les questions de création d'emplois et de formation bien entendu pour que le personnel libérien et guinéen soit formé au moment où le projet va devenir opérationnel. Madame la Présidente a été très heureuse d'écouter ces commentaires de notre part et elle a réaffirmé la vision et l'engagement des deux présidents pour faire en sorte que non seulement que ce projet avance, mais que d'autres projets puissent suivre pour les besoins de l'intégration sous-régionale. Just had an opportunity To brief the President about the meeting, the outcomes and the next steps. Nous avons exprimé clairement au cours de cette audience la vision de la présidente Ellen Johnson qui est aussi celle des autorités guinéennes, à savoir valoriser le secteur des mines. Les deux pays ont des positions communes. La Guinée a tout notre soutien dans l'accomplissement de ce projet. La présidente Ellen Johnson transmet également toutes ses amitiés au président guinéen, son frère, le professeur Alpha Condé. La Guinée et le Libéria appartiennent ensemble à plusieurs structures sous-régionales, notamment la CEDEAO et la Mano River Union. Cette nouvelle collaboration entre Conakry et Monrovia devrait s'inscrire dans le contexte africain de mutualisation des efforts pour l'utilisation commune des infrastructures de transport.
Depuis 3 jours donc, les élèves des établissements publics de Conakry protestent contre une décision du département de l'éducation, décision relative à l'affectation de certains censeurs et proviseurs d'écoles à l'intérieur du pays. Face à ces agissements, le ministre Dr Ibrahima Kourouma monte au créneau. Dans un point de presse qu'il a animé ce matin, il fustige cette immixtion des élèves dans le fonctionnement de l'administration scolaire. Amadou Touré. Depuis plusieurs jours, les cours sont perturbés dans certains établissements publics de Conakry. À l'origine, le changement de certains proviseurs, censeurs et principaux d'école. Les élèves de certains collèges et lycées de la capitale ont réagi à cette décision du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est le cas des lycées de Imbaya, Koléa et Donka. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un élève est intéressé par la nomination d'un censeur ou la nomination d'un proviseur. Et il faut que les gens apprennent à faire la nuit. La nuit, elle est indispensable. Personne n'est abonné à un poste. Aujourd'hui, on est proviseur, demain on peut être proviseur, on peut être DPE. Dans la restructuration de 2011, il y a des gens qui ont été nommés DPE, c'était des proviseurs d'école. Aujourd'hui, il y a des proviseurs, il y a des directeurs, des principaux, des proviseurs qui sont seulement intérimaires, qu'on a soit qu'on a remplacé, mais même proviseur. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que chacun doit faire son travail. L'élève doit apprendre, l'enseignant doit enseigner, l'administrateur doit administrer. À moins de 4 mois des examens nationaux, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est catégorique sur ces différentes nominations et tente de rassurer quant à la tenue à date des examens nationaux. Les parents doivent nous aider à faire en sorte que les enfants ne soient pas dans la rue parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dominé, nous sommes dans une situation d'accalmie. Pour rien au monde, l'école doit servir de déclencheur de mouvements de déstabilisation, de mouvements de pagaille au niveau de notre pays. Jamais nous ne reviendrons sur les actes que nous avons pris parce que ces actes administratifs, c'est un devoir pour nous. On a précisé aussi que tout enfant qui sera pris en flagrant délit de casse, en situation de vandalisme, et ici il a arrêté, là, il va répondre. En tout cas, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation estime que ce n'est pas de nous, ce n'est pas de notre droit, de notre devoir de faire des plaidoyers pour sortir un enfant qui a été pris en situation de vandalisme. Pour l'heure, le calme est revenu sur l'ensemble des établissements concernés. Immigration. En début de semaine, le gouvernement guinéen s'est opposé au rapatriement forcé de 27 de ses compatriotes vivant en Belgique. Une réunion s'est tenue ce matin au ministère des Affaires étrangères autour de la question. C'était en présence de l'ambassadeur de Guinée à Bruxelles, rappelé pour consultation. On fait le point avec Marthe Mourat Kamara. Cette réunion a regroupé autour du ministre d'État Luceni Fall, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Madifi Diané, et le ministre délégué chargé des Guinéens de l'étranger, M. Sanoussi Bantamasso. Était également présent à cette rencontre le directeur national de la police, M. Mohamed Garé, l'ambassadeur de Guinée à Bruxelles, M. Ousmane Silla, arrivé à Conakry en consultation, ainsi que les membres du cabinet du ministère d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. L'objet était d'examiner la situation des Guinéens demandeurs d'asile en Belgique. À cette occasion, les participants ont écouté des explications pertinentes qui ont permis d'apporter un éclairage sur les questions migratoires. Après un large et fructueux échange d'idées, il a été décidé de l'envoi à Bruxelles d'une mission mixte composée des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère délégué chargé des Guinéens de l'étranger, ainsi que du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La délégation guinéenne examinera alors, avec les autorités belges compétentes, les conditions de séjour ou de retour des Guinéens vivant en Belgique. Santé, une épidémie de fièvre virale hémorragique s'est déclarée dans notre pays depuis le 9 février. 49 cas de maladie, dont 29 décès ont été recensés. Face à cette situation, le ministère de la Santé a pris des dispositions pour sauvegarder la vie des populations. Colonel Rémi Lamar est au micro de Bangoura Ousmane. Depuis le 9 février 2014, notre pays a enregistré des cas de maladies fébriles dans certaines préfectures de la Guinée forestière et à Conakry. À ce jour, 49 cas de maladies fébriles, dont 29 décès ont été recensés. Ces cas ont été enregistrés dans les préfectures de Guéguébou, Massanta, Kishidou et à Conakry. Cette maladie se manifeste par la fièvre, la diarrhée, les vomissements, une fatigue prononcée et parfois un saignement. Face à cette situation, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires,
a envoyé sur le terrain une mission d'investigation rapide pour déterminer la nature de cette maladie. Les premiers résultats confirment la présence d'un virus responsable des fièvres hémorragiques. Cette maladie qui a déjà causé un nombre important de décès se transmet essentiellement d'une personne malade à une personne saine et aussi par des objets souillés appartenant à des personnes malades ou décédées. Aussi, la contamination de viande d'animaux, de brousse infectées peut être une source de contamination. Cette situation amène le gouvernement à faire la présente déclaration d'épidémie du fièvre virale hémorragique en Guinée. En conséquence, le ministère de la Santé a pris les mesures suivantes. 1. Traitement gratuit de tous les malades dans les centres d'isolement. 2. Information des populations sur les mesures d'hygiène individuelles et collectives. 3. Responsabilisation exclusive du traitement des corps des malades décédés au personnel de santé et à la Croix-Rouge guinéenne pour limiter la contamination. 4. Recensement de toutes les personnes qui ont eu de contact direct avec les malades décédés et ceux présentant les signes évoqués ci-dessus. 5. Diffusion des messages de sensibilisation au niveau des médias, radio, télévision, Internet. Mesdames et messieurs, le gouvernement en cette période d'épidémie invite les services de santé de prendre toutes les dispositions pour informer les personnels médicales sur les mesures préventives et le traitement de cette maladie. À déclarer tout cas suspect enregistré à la division prévention et lutte contre la maladie. À informer les malades et leurs familles sur les mesures d'hygiène individuelles et collectives. Aux populations de garder leur sérénité car des mesures adéquates sont prises pour le contrôle de cette maladie. De déclarer tout cas suspect aux autorités sanitaires les plus proches à la pratique des mesures d'hygiène individuelle et collective qui sont l'assainissement des lieux, le lavage des mains avec le savon ou à l'eau de javel. Le gouvernement exprime sa satisfaction aux partenaires pour leur soutien depuis le début de cette épidémie et saisit l'occasion pour compter sur les actions qu'ils mèneront à nos côtés pour le contrôle de cette maladie. Ensemble, nous vaincrons cette épidémie. Je vous remercie. Un mot d'économie avec la validation du document sur le plan de réforme des finances publiques initié par le gouvernement et ses partenaires techniques. Les principaux bailleurs de fonds de la Guinée et des membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Boubacar Ba. Cette rencontre des partenaires techniques et financiers a permis de faire le point sur les importantes réformes des finances publiques menées depuis 2010, des réformes qui ont permis d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE et l'annulation de 2/3 de notre dette publique. La rencontre a également permis de jeter un regard sur l'avenir dans la poursuite des réformes dans la gestion des finances publiques et l'élaboration des textes réglementaires pour plus de transparence, de stabilité et de traçabilité des choses. Des textes qui placent aujourd'hui la Guinée parmi les meilleurs pays disposant de cadres réglementaires et législatifs dans le cadre de la gestion des finances publiques. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait faire en sorte que ces textes, lois, décrets, arrêtés ou codes soient effectivement adoptés, promulgués et mis en application, a fait remarquer le coordinateur des bailleurs de fonds de la Guinée. Qu'il s'agisse du nouveau code des marchés publics, de la loi organique relative aux lois de finances, la création de la Cour des comptes, mandatée par la Constitution de contrôler les finances publiques et les dépenses de campagne électorale, tout devrait être mis en place dans les prochains mois selon le plan de réforme des finances publiques établi par le gouvernement conjointement avec ses partenaires techniques et financiers. Je ne peux que rappeler qu'évidemment l'Union européenne, que ce soit le Fonds monétaire pour le premier volet ou la France pour le second volet, mais également tous les autres partenaires restent à votre disposition pour vous accompagner dans cette phase qui me semble cruciale pour la crédibilité des réformes sur les prochaines années.
Plusieurs questions ont été soulevées par les deux parties. On note entre autres la clarification entre les projets de création de l'École nationale d'administration, celui de l'École financière du département des finances et le centre de perfectionnement administratif. La valorisation des cadres ayant bénéficié de formation, la programmation des appuis budgétaires au titre des aides non remboursables, le renforcement de la qualité de la dépense et la définition des rôles des organes de pilotage des réformes. Le gouvernement entend donc dégager les ressources propres nécessaires pour financer ces domaines importants de soutien aux réformes, mais compte tenu de l'ampleur des besoins, l'appui des partenaires techniques et financiers sera sollicité à ces différents niveaux. Pour répondre aux attentes du gouvernement, les partenaires techniques et financiers par la voix du représentant de l'Union européenne, chef de groupe thématique des bailleurs de fonds, ont décidé de concrétiser leurs efforts de coordination de leurs interventions par la signature avec le ministre des Finances d'un cadre général d'organisation des appuis budgétaires et de l'assistance technique. Un cadre qui définit les principes, les engagements, les modalités de décaissement de l'aide budgétaire ou de la mobilisation de l'assistance technique dans un esprit de partenariat et de redevabilité mutuelle. Dans le même chapitre, ouverture d'un atelier sur la réforme des marchés publics. Durant 3 jours, les participants doivent étudier et valider des textes réglementaires et institutionnels portant sur la passation des marchés. Reportage Alassane Dougobari. C'est un réceptif hôtelier de la place qui sert de cadre à la tenue de ce forum deuxième du genre sur la réforme des marchés publics. Les marchés publics guinéens, un panier à crabes qu'il convient de réformer en vue d'améliorer l'exécution de la dépense publique en République de Guinée. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne et le PNUD, a engagé un important programme de réforme des marchés. Parmi les invités qui participent à cette rencontre, on note la présence des cadres venus de la présidence de la République, de la primature, des départements ministériels, des institutions, de la société civile et du secteur privé, mais aussi des fournisseurs, prestataires et entrepreneurs, des projets et programmes des anciens directeurs des marchés publics et enfin les partenaires techniques et financiers avec à leur tête la Banque mondiale qui appuie principalement cette réforme. Nous sommes d'avis que les procédures modernes de passation de marchés publics contribueront à renforcer les instruments de prévention et de lutte contre la corruption, contre les manœuvres frauduleuses, collusives et coercitives dans la gestion des ressources publiques. La présence de l'essentiel des directions nationales du ministère d'État chargé de l'économie et des finances et du ministère délégué au budget. Le gouvernement a décidé de réengager une refonte complète du cadre législatif et réglementaire en matière de passation de marchés publics afin de s'aligner sur les standards internationaux et régionaux en procédant à la révision des textes actuels. Les travaux prévus pendant ces 3 jours d'atelier répondent à cet impératif. Les résultats de l'atelier vont aider à parachever le cadre législatif et réglementaire relatif à la passation des marchés publics à travers la validation des principaux textes d'application. Après leur élection au Parlement, les députés de la préfecture de Farana sont allés remercier la population de la localité et discuter avec elle des projets de développement. Les sages, jeunes et responsables administratifs se sont mobilisés pour accueillir leurs élus locaux. Reportage Mamoud Alpha Baldé. Quelques mois après leur élection à l'Assemblée nationale, les 2 députés de Farana maintiennent le contact avec la base. Avec leur tout nouveau manteau de députés, ils sont venus remercier les populations et les réitérer leur engagement à œuvrer pour le développement de la préfecture de Farana. À nous les fils de Farana, l'heure n'est plus aux considérations stériles et partisanes qui ne font pas avancer notre localité. Et nous vous demandons alors de privilégier l'entente et la paix afin que Farana amorce son vrai développement. Notre combat à l'Assemblée, nous sommes avec la base, nous écoutons la base et à Farana, nous ferons tout possible pour que Farana soit développé, pour que Farana aille de l'avant. Farana est l'une des préfectures les moins avancées de Guinée. Dans cette localité, plusieurs citoyens espèrent un début de changement à travers l'élection de ces nouveaux représentants de Farana
à l'hémicycle. Dans le cadre du développement et de la concertation, je crois que tous les fils de Farana doivent être au rendez-vous. Quiconque a la responsabilité au niveau gouvernemental, au niveau de la République, doit recevoir le soutien de l'ensemble des enfants de Farana pour qu'il réussisse sa mission. Cela est indispensable. Je lance en ce moment solennel un moment qui permet de réunir tous les fils de Farana pour parler le même langage de la paix, de l'unité entre les fils de l'élément de Farana, ce qui est important. Pour cette première visite post-élection, Farana a réservé un accueil triomphal à ses élus. Ici, nombreux sont ceux qui croient que cette visite annonce des mois prometteurs pour le développement de la localité. Un développement qui passe obligatoirement par l'unité entre les fils de cette contrée. Une foire agro-pastorale pour agrémenter les festivités du 2 octobre prochain à Mamou. En prélude de l'événement, le bureau d'études et d'appui aux initiatives locales est à pied d'œuvre pour la réussite de la cérémonie. Les membres de cette structure ont rencontré les représentants des départements impliqués dans l'organisation pour discuter et amender la feuille de route. Abdoulaye Diallo pour les précisions. Le 56e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale s'annonce bien. 8 mois avant la célébration de cette date qui se tiendra à Mamou, des acteurs se mobilisent pour conférer à l'événement son éclat particulier. C'est le cas du bureau d'études et d'appui aux initiatives locales de développement. Cette ONG guinéenne entend apporter une touche particulière à ces festivités par l'organisation d'une foire agro-pastorale dans la ville Caribou. C'est de l'agro-business. Elle a pour objectif de mettre en présence tous les acteurs de ce secteur. Je voudrais par là dire tous les producteurs du secteur agricole et pastoral, les investisseurs, les techniciens du secteur et les décideurs que sont les autorités de l'État, afin qu'ensemble, ils puissent analyser les tenants et les aboutissants de ce secteur combien vitaux pour la nation guinéenne. La foire agro-pastorale va démarrer un peu plus tôt et s'étend au-delà du 2 octobre. Elle consiste à présenter des produits d'élevage et de l'agriculture, principaux secteurs d'activité en Guinée. Nous donnerons le maximum de nous-mêmes. Nous allons travailler sur tous les acteurs qui doivent intervenir au niveau de l'organisation, à savoir pour les éleveurs d'abord, ensuite les groupements d'éleveurs, les acteurs qui interviennent. Nous avons, comment on appelle ça, tous les intervenants au niveau des filières en amont et en aval. Un jour de discussion pour une rencontre participative qui se veut un modèle de réussite dans l'organisation de l'une des plus grandes foires agro-pastorales du pays. C'est la première édition pour le BELD. Déjà, les préparatifs vont bon train. La Fondation Binta Anne pour l'humanitaire lance ses activités. Une ONG politique qui compte s'investir dans la promotion de la petite enfance. Elle entend également apporter son assistance à la jeune fille. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a assisté à l'inauguration des locaux de cette structure naissante. Reportage Aïssata Marshall. Ces chants de cette tout petit traduisent leur reconnaissance au bienfait de la Fondation Binta Anne. Une fondation qui se fixe pour défi d'apporter une assistance aux petits-enfants pour contribuer à l'éducation de la jeune fille et des enfants déshérités. Assister la petite enfance, l'alphabétisation de la femme et ensuite lutter contre l'excision et les mutilations génitales. Ça c'est un grand combat que nous allons mener avec le soutien des institutions internationales, avec les institutions républicaines, avec le gouvernement, la population, avec les ONG, donc les médias. Et nous avons besoin de tout le monde dans ce combat. Je vois cette fondation un allié extrêmement important dans le travail de plaidoyer que nous faisons au plus haut niveau, mais aussi pour le travail que l'on fait au niveau des communautés pour réduire la vulnérabilité pour les enfants et les femmes. Créée aux États-Unis, la Fondation Binta Anne pour les enfants et les femmes sont au service de la mère et de la petite enfance. Présentée en Guinée depuis 9 mois. Elle a mené plusieurs activités, notamment l'organisation de cours de formation pour les enfants déshérités et les campagnes de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, y compris le sida. Les ONG, le gouvernement, demandent que ce règlement pourrait l'appuyer afin qu'il y ait de moins en moins des enfants
La FOMBAL, Fondation Bintaan pour les enfants et les femmes, interviennent aussi dans le domaine de lutte contre les mutilations génitales féminines et le cancer en Guinée. 3 évêques de l'Église catholique de Guinée sont à Rome. Ils répondent à l'invitation du Saint-Père Pape François. Ils doivent échanger sur les activités de l'Église et des conditions de vie de la population guinéenne. Reportage, ça à Marathon. François, les 3 évêques de la conférence épiscopale de Guinée se rendent au Vatican. En tant que responsables de l'Église catholique de Guinée, ils échangeront avec le Saint-Père sur la gestion des biens de leurs diocèses respectifs. Outre la gestion administrative de l'Église, ils rendront compte aussi de leur implication dans la promotion humaine en vue de favoriser une cohabitation pacifique entre les Églises et la population guinéenne. Il s'agit de ce que l'on appelle dans le jargon de Rome la visite à l'Imina Apostolorum, c'est-à-dire c'est la visite que les évêques d'un pays font au Saint-Père pour parler des activités sociales, culturelles, économiques, politiques, spirituelles de leur pays. Autre rencontre en vue au cours de leur séjour, c'est avec les dicastères du Vatican, un grand organisme de la curie romaine. Il sera question pour les évêques guinéens de s'informer de l'évolution de l'Église universelle. Après cette rencontre, nous aurons d'autres rencontres avec les dicastères du Saint-Père, c'est-à-dire le ministère du Saint-Père. Nous serons encore reçus pour échanger sur les dossiers, soit la communication sociale, soit de la vie consacrée, soit du culte divin, soit de la programme affidée, de modèle de l'évangélisation des peuples. Enfin, il y a au moins 10 dicastères qu'on va rencontrer pendant ces visites à Dimena. Cette sortie des évêques de Guinée n'est pas une première. Elle se réalise après chaque 5 ans. Mais la dernière pour la Guinée remonte en 2003 avec le feu pape Jean-Paul II. Et puis demain 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Le thème retenu cette année, la liaison entre le problème d'eau et d'électricité. En Guinée, le manque d'eau potable se pose avec acuité. Le déficit est de 141 000 mètres cubes d'eau par jour. La SEG explique ce problème par l'insuffisance de financement dans ce secteur. Nous y reviendrons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.